Je veux juste voir mon solde. La voix était basse, mais ferme, sans bégaiement, sans la moindre trace de peur. Dans le salon feutré, toutes les têtes se détournèrent instantanément, comme si cette phrase était une incongruité, un mot interdit en ce lieu. Le garçon d'un accent grave peine 10 ans, chaussé de simples baskets en toile, vêtu d'un t-shirt de seconde main et les cheveux légèrement en désordre, se tenait droit devant un comptoir en verre poli dans l'espace privilège de la plus grande banque de Clermont-Ferrand. Autour de lui, des dizaines d'adultes vêtus de costumes impeccables et de robes de créateurs ricanaient doucement, comme s'ils venaient d'entendre la meilleure blague de l'année. L'enfant ne s'y a même pas. Il répéta, son regard fixé droit sur le gestionnaire de compte, « Monsieur, je souhaite simplement consulter mon solde. Voici mon mot de passe et ma pièce d'identité. » De l'autre côté du comptoir, Nicolas, le gestionnaire, un homme grand aux cheveux gominés et au sourire artificiel, laissa tomber sa mâchoire avec une lenteur étudiée. Son regard parcourut le garçon de haut en bas, un examen méprisant, comme s'il observait une créature égarée, un animal curieux qui avait franchi les limites de son territoire. « Toi ? » demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Tu veux voir le solde ? » ?»« De quel compte, mon petit ? » ?»« Celui des économies de l'école, de ta tirelire, des pièces jaunes que tu trouves dans les canapés. » Quelques personnes autour d'eux éclatèrent de rire, un rire pernicieux et condescendant. Le rire de ceux qui sont convaincus que la valeur d'un homme se mesure à l'épaisseur de son portefeuille. Un homme en costume gris, tenant une coupe de champagne, murmura à la femme élégante à ses côtés, « Ce doit être le fils d'une femme de ménage. Il a profité d'un moment d'inattention pour se faufiler ici, en se croyant important. » D'autres rires fusèrent, plus étouffés mais tout aussi cruels. Mais l'enfant ne se laissa pas démonter. Il tendit simplement sa main, une petite main mais ferme, qui tenait une pochette en plastique transparente. À l'intérieur, on distinguait un numéro de compte, un document officiel et une autorisation d'accès. « C'est ce compte-ci. Mon papy Jean l'a ouvert à ma naissance. Il est décédé la semaine dernière. Ma mère dit qu'il est maintenant à mon nom. » Le mot « décédé » jeta un léger froid, mais l'arrogance ambiante reprit vite le dessus. Nicolas croisa les bras, un sourire moqueur aux lèvres. « Garçon, ici, c'est un espace exclusif. Les comptes courants, c'est en bas, au rez-de-chaussée. Nous ne recevons ici que les investisseurs de haut vol, les clients qui brassent des millions, pas les gamins qui jouent encore aux jeux vidéo. » L'enfant prit une profonde inspiration, regarda calmement le gestionnaire et répondit d'une voix posée, « Je sais où je suis, monsieur. Et je ne suis pas venu pour jouer. Je veux juste consulter mon solde. » La femme à côté de l'homme au champagne donna un petit coup de coude à son mari, réprimant un fou rire. « Chérie, filme ça, ça va faire le buzz sur Internet. » Au même moment, l'agent de sécurité commença à se diriger d'un pas lourd vers l'enfant, prêt à l'expulser comme un intrus. Mais le garçon ne recula pas d'un centimètre. Il posa délicatement la pochette sur le comptoir de marbre, comme s'il s'agissait d'un objet sacré, et ajouta, « J'ai promis à mon grand-père que je viendrai ici dès qu'il ne serait plus là. Je suis désolé, mais je ne partirai pas sans avoir tenu ma promesse. » Les rires collectifs s'éteignirent pendant 2 secondes, juste 2, jusqu'à ce que quelqu'un au fond de la pièce crie, « Alors, montre-nous ça, le millionnaire. C'est quoi ton nom de famille, l'héritier ?» Le garçon leva le menton, calmement, sans aucune agressivité, et répondit d'une voix claire, « Je m'appelle Léo. Léo Martin. » Ce nom de famille, si simple, si commun, provoqua encore plus de moquerie. « Martin ?» répéta Nicolas en riant. « Jamais entendu parler. Ici, on ne traite qu'avec les noms qui font la une des magazines financiers, mon petit, pas ceux des listes d'appels de l'école. » Tout le monde rit de nouveau. Sauf Léo. Il était en deuil, mais personne ne le voyait. Il était fatigué, mais personne ne le remarquait. Il tenait une promesse, mais personne ne la respectait. « Monsieur, pourriez-vous simplement entrer ce numéro dans votre système ? C'est tout ce que je demande. » Le gestionnaire afficha un sourire en coin. « Très bien, puisque tu insistes. Je parie qu'il y a un bonus pour enfants de 100 € dessus. » Le public improvisé éclata de rire, mais alors que Nicolas tapait sur son clavier, quelque chose commença à changer. Le visage du gestionnaire se figea. Ses yeux s'écarquillèrent et son sourire s'effaça comme s'il n'avait jamais existé. Il essaya de taper à nouveau. Encore et encore.
Sa main se mit à trembler. Et pour la première fois depuis que le garçon avait mis les pieds dans cet endroit, plus personne ne riait. Le silence s'installa, lourd et palpable. Nicolas déglutit avec difficulté, sentant l'air lui manquer. Mon garçon. Qui était exactement ton grand-père? Léo le regarda droit dans les yeux et répondit simplement, le seul qui n'a jamais ri de moi. Nicolas cligna des yeux plusieurs fois, comme si l'écran affichait quelque chose d'impossible. Il alla jusqu'à taper sur la souris, débrancher et rebrancher le clavier. Il repoussa même un peu sa chaise, le visage complètement blême. Les invités, remarquant le changement soudain, commencèrent à s'approcher. Que se passe-t-il? Demanda l'homme au champagne. Il a combien, finalement? Il doit avoir une centaine d'euros et un bon d'achat, chuchota quelqu'un, essayant de relancer les rires. Mais aucun rire ne suivit. Pourquoi? Quelque chose n'allait pas. Quelque chose d'étrange, de bien plus grand que quiconque dans cette pièce n'aurait pu l'imaginer. Le gestionnaire s'éclaircit la gorge, essayant de garder contenance. J'ai besoin de confirmer un détail dans le système interne. D'accord? Une seconde. Le garçon observait simplement, calme, avec une posture que personne n'attendrait d'un enfant de 10 ans. D'accord, répondit-il. J'attendrai. Nicolas se leva d'un bond de sa chaise, se dirigea vers une porte latérale et disparut à l'intérieur. Avant d'entrer, il appela un employé dans un murmure pressé, « Viens avec moi. Maintenant. Il faut que tu vois ça. » Et la porte se referma. De nouveau, le silence. Léo resta immobile, la main toujours posée sur la pochette transparente. Ses yeux étaient humides, non de peur, mais de souvenir. Il se chuchota à lui-même, « Papy Jean, je fais ce que tu m'as demandé. Ne me laisse pas seul maintenant, d'accord ?» Mais personne n'entendit. Maintenant, sans personne pour l'humilier, les gens étaient simplement curieux. Une dame s'approcha et demanda avec précaution, « Mon petit, pourquoi es-tu venu seul? Ta mère sait que tu es ici? » L'enfant secoua la tête, sans culpabilité. « Ma mère ne sait pas que je suis venu aujourd'hui. Elle voulait attendre, mais j'ai promis à Papy Jean que je viendrai dès qu'il. » Sa voix se brisa alors qu'il levait les yeux au ciel. La dame fut touchée. Certaines personnes se sentirent mal à l'aise. Il continua, « Je ne suis pas venu chercher de l'argent. Je voulais juste voir le solde, parce que mon grand-père disait que l'argent raconte une histoire, et que je ne la comprendrai que lorsque je la verrai de mes propres yeux. » Cette phrase frappa la conscience de tous ceux qui l'entendirent comme une pierre. Pendant ce temps, à l'intérieur de la salle privée, Nicolas parlait rapidement, presque à bout de souffle, à un homme plus âgé qui semblait être le directeur de l'agence, Pierre. « Regardez ça !» s'exclama Nicolas en tremblant et en tournant le moniteur. « C'est impossible. Ça doit être une erreur du système. » « Il n'y a pas d'erreur, » répondit Pierre après avoir vérifié 3 fois. Ce compte a été scellé pendant 10 ans sur ordre judiciaire et ne pouvait être consulté que lorsque le mineur présenterait les documents en personne. Les deux hommes se regardèrent, effrayés. « Et le montant ?» demanda Nicolas en sueur. « Il est correct. » répondit le directeur d'une voix basse, presque incroyable. « Ce n'est pas un compte courant. C'est un compte d'actifs privés. Des actions, des fonds internationaux, des propriétés en fiducie. Ce n'est pas un solde bancaire, c'est un patrimoine. Ainsi, ce garçon pourrait être l'héritier légitime d'une fortune colossale. » Nicolas ferma les yeux, honteux de ce qu'il avait dit auparavant. Dehors, le silence continua jusqu'à ce que l'un des invités demande, « Dis donc, petit, tu sais combien d'argent il y a sur ce compte ?» Le garçon prit une profonde inspiration. Il ne sourit pas. Ses yeux ne s'illuminèrent pas. Il ne montra aucune cupidité. « Non, dit-il. Je sais seulement ce que mon grand-père m'a dit la veille de s'endormir pour toujours, quand l'argent est grand, le cœur doit être encore plus grand. » Certains baissèrent les yeux, honteux sans savoir pourquoi. Peu après, la porte s'ouvrit brusquement. Nicolas réapparut, maintenant complètement différent. Visage sérieux, ton respectueux, et plus aucune arrogance. « Léo, s'il vous plaît, voudriez-vous m'accompagner dans le bureau privé de la direction ? » « Un bureau privé ?» répéta quelqu'un, incrédule. «
Pour un enfant? Mais le gestionnaire répondit en fixant tout le monde. Personne ici n'a le droit de se moquer de ce garçon. Et croyez-moi, aucun d'entre vous n'a ce qu'il a. L'atmosphère avait changé. Léo serra plus fort sa pochette. Il ne bougea pas immédiatement. Est-ce que ma mère peut entrer avec moi? Le gestionnaire sourit sans ironie. Bien sûr. Où est-elle? Léo baissa la tête. Elle travaille en ce moment, elle n'a pas pu venir. Mais je suis venu parce que j'ai promis. Le directeur, Pierre, apparut derrière le gestionnaire avec une expression sérieuse et respectueuse. Alors, pendant que votre mère est absente, nous serons là, à vos côtés. Parce qu'aujourd'hui, Léo, le monde a besoin de vous traiter comme votre grand-père le voulait. Le garçon prit une profonde inspiration et, pour la première fois depuis son entrée, il sembla sur le point de pleurer. Non de tristesse, mais de soulagement. D'accord. Je suis prêt. Et il s'avança. La porte en verre du bureau se referma derrière lui, et personne dans le salon ne savait que cet enfant n'allait pas simplement voir un chiffre. Le bureau privé de la direction était sobre, avec une table en bois clair, 2 chaises, une lampe allumée et un moniteur connecté à l'intranet de la banque. Il n'y avait pas de luxe, mais il y avait du silence. Nicolas ferma la porte avec précaution. Contrairement à son entrée quelques minutes plus tôt, il ne voulait plus que quiconque de l'extérieur entende quoi que ce soit. Ni un bruit, ni une respiration, ni une émotion. Pierre désigna la chaise. Léo, vous pouvez vous asseoir ici. N'ayez pas peur, rien ne vous fera de mal. Le garçon s'assit lentement, ses pieds se balançant car il n'atteignait pas le sol. Il posa la pochette transparente sur la table comme on dépose un trésor, le seul objet qu'il gardait de la personne en qui il avait le plus confiance. Dans cette pochette, dit Pierre calmement, se trouvent les documents de l'homme qui vous a beaucoup aimé, et aujourd'hui est le jour d'accomplir son souhait. Léo déglutit avec difficulté, retenant sa respiration pendant quelques secondes. Vous connaissiez mon papy Jean? Demanda-t-il avec de l'espoir dans les yeux. Le directeur hésita un instant et répondit doucement, pas personnellement. Mais je connais son histoire, et je sais qu'il n'a rien laissé au hasard. Léo baissa le regard. Son grand-père était son héros, son refuge, son meilleur ami. Il n'avait pas de manoir, de voiture de luxe ou de montre coûteuse, mais il avait sa parole, son honneur et un regard qui le réconfortaient. Pouvons-nous ouvrir la pochette? Demanda le gestionnaire, sollicitant la permission. Léo hocha la tête. Nicolas ouvrit délicatement la pochette et en sortit 3 articles, une feuille de papier officiel pliée en 3, une lettre manuscrite et une petite clé dorée. Quand Léo vit la lettre, il sentit une douleur profonde dans son cœur. C'était l'écriture de son grand-père. Il la reconnaîtrait même les yeux fermés. C'était la même écriture que sur les notes dans le placard, sur la prière collée au réfrigérateur et sur le poème sur l'espoir qu'il gardait sous son oreiller. Vous pouvez la lire si vous le souhaitez, dit Pierre. Léo prit la lettre à 2 mains, respira profondément et commença lentement, mon petit-fils adoré, si tu lis ceci, c'est que je suis déjà parti. Ne pleure pas. Je t'ai promis d'être avec toi jusqu'au dernier jour de ma vie, et j'ai tenu ma promesse. Maintenant, j'ai besoin que tu tiennes la tienne. N'aie jamais honte de qui tu es. Le monde essaie de mesurer la valeur avec de l'argent. Moi, j'ai mesuré la tienne avec ton caractère. Si ton argent est grand, que ton cœur soit encore plus grand. Les yeux de Léo s'emplirent de larmes, mais il ne cessa pas de lire. Tu n'es pas né pour être humilié. Tu n'es pas né pour te cacher. Tu es né pour décider de ton propre chemin. J'ai laissé quelque chose pour le garantir, mais la vraie valeur n'est pas dans le montant. La lettre tremblait dans les mains de l'enfant. Pierre attendit, puis dit gentiment, « Léo, nous devons maintenant accéder au système. » D'accord? Le garçon hocha simplement la tête. Le gestionnaire entra le numéro de compte, le code d'accès et l'autorisation légale. Puis il tapa le nom complet de son grand-père et confirma l'autorisation, en incluant également l'acte de naissance de Léo. L'écran se chargea. Au début, seuls des fichiers apparurent, puis divers codes d'actifs, des fonds et des dates de transaction. Finalement, la dernière ligne apparut, solde total disponible après présentation par l'héritier. Une barre grise apparut, mais le numéro restait caché, en attente d'un ordre final. Le gestionnaire prit une profonde inspiration, tenant la souris.
Avant de vous le révéler, Léo, je dois vous poser une question importante. L'enfant essuya ses larmes du revers de la main. Laquelle? Comprenez-vous que chaque décision que vous prendrez à partir de maintenant pourrait changer votre vie pour toujours? Léo hésita un peu, mais répondit fermement, je comprends. Mon grand-père m'a préparé à ça. Pierre observa le garçon et ajouta, il ne reste qu'une dernière étape. Nous devons confirmer verbalement que vous souhaitez réellement consulter votre solde maintenant, sans la présence d'un parent adulte. En êtes-vous certain? Léo regarda ses propres mains, regarda la lettre et regarda la clé dorée. Il savait que s'il ne demandait pas maintenant, il n'aurait peut-être plus jamais le courage. Alors il répondit, je veux voir. Le gestionnaire cliqua. L'écran commença à se révéler lentement. D'abord, 2 mots apparurent, patrimoine consolidé. Puis une séquence de chiffres commença à se charger, une somme énorme, plus grande que personne dans la salle ne l'avait imaginé. Mais avant que le montant total n'apparaisse, le système clignota. Tout se figea pendant une seconde. Tout le monde retint son souffle. Léo ne scia pas. Et alors que le chiffre commençait enfin à émerger, quelqu'un frappa violemment à la porte et une voix cria de l'extérieur, « Ouvrez. Maintenant. Je dois lui parler. » Les yeux de Pierre s'écarquillèrent. « Qui est là ?» La voix répondit, désespérée, presque en pleurs, « Je suis sa mère. » Ne le laissez pas voir ça seul. La porte faillit sortir de ses gonds. « Pierre, s'il vous plaît. » Sa voix tremblait comme si elle avait couru des kilomètres. Le directeur prit une profonde inspiration, fit un signe au gestionnaire et ouvrit prudemment la porte. Sandrine, la mère de Léo, entra en courant, à bout de souffle, des larmes coulant sur son visage et son tablier encore noué à sa taille, comme si elle avait quitté son travail en plein milieu. Ses cheveux attachés à la hâte trahissaient qu'elle n'avait même pas eu le temps de se préparer. Elle se précipita vers le garçon et le serra si fort dans ses bras qu'on aurait dit qu'elle avait retrouvé quelqu'un qui avait disparu depuis des années. Léo resta sans voix. Il ne comprenait pas pourquoi sa mère était si désespérée. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Je vais bien. » Elle le tint par les épaules, le regardant dans les yeux comme si elle cherchait une blessure invisible. « Tu n'as pas pu le voir tout seul, tu ne comprends pas ?» Le directeur tenta d'intervenir calmement. « Madame Martin, votre fils est en sécurité. Nous suivons simplement le protocole. Il a tous les droits sur l'héritage laissé par son grand-père. »« Je sais. » L'interrompit-elle, la voix brisée. « Je sais ce que mon père a laissé derrière lui. Mais vous ne connaissez pas le reste. Vous ne savez pas le poids que cela comporte. » Léo fronça les sourcils. « Maman, tu me fais peur. » Sandrine se frotta les yeux, essayant de se ressaisir. Elle n'avait jamais paru faible. Elle ne pleurait jamais. Elle réglait toujours tout toute seule. Mais à ce moment-là, c'était comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Elle s'assit, prit une profonde inspiration et dit, « Avant que tu ne vois ce chiffre, tu dois savoir quelque chose que j'ai gardé pour moi pendant 10 ans. Quelque chose que, si je pouvais remonter le temps, je t'aurais dit avant. » Le directeur garda ses distances par respect. Léo était confus, agité. « Maman, qu'y a-t-il de si grave ?» Sandrine regarda la lettre de son grand-père sur la table. La même lettre qu'elle avait interdit à l'enfant d'ouvrir avant l'heure. La même lettre qu'elle n'avait elle-même pas eu le courage de lire en entier. D'une main tremblante, elle parla lentement. « Léo, ton papy j'en a pas seulement laissé de l'argent. » Les yeux de l'enfant s'écarquillèrent. « Comment ça ?» Sandrine prit une profonde inspiration, essayant de trouver le courage. « Il a laissé derrière lui une responsabilité. Un danger, aussi. Et j'ai essayé de te protéger de ça. Toute ta vie. » Léo était encore plus perdu. « Un danger ? De quoi ?» Sandrine déglutit avec difficulté. « Mon fils, la raison pour laquelle tu as grandi sans père a un lien avec cet argent. » Silence absolu. Même la climatisation ne faisait plus de bruit. Le directeur s'appuya lentement sur la table. « Madame, c'est sérieux. Vous devez vous expliquer. » Sandrine passa la main sur sa poitrine comme pour retenir son cœur. Le père de Léo n'est pas parti de son plein gré. Il a disparu après avoir découvert ce que son père, le grand-père de Léo,
posséder réellement. Léo perdit ses couleurs. Disparu? Comment ça? Sandrine hésita et répondit, il a découvert que la fortune que son père lui avait laissée n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Il y avait des gens qui la voulaient, des gens qui ne pouvaient pas accepter que ton grand-père laisse tout à son petit-fils. Le directeur s'effondra sur sa chaise. Vous êtes en train de dire que ce n'est pas seulement un héritage? C'est plus que ça, affirma-t-elle. C'est un règlement de compte qui n'a jamais pris fin. Léo ferma lentement la main sur la lettre. Il avait toujours pensé que son père était parti, qu'il n'avait pas supporté la pauvreté, qu'il avait abandonné sa famille. Maintenant, il découvrait que les choses étaient bien différentes. « Maman, pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Les larmes coulèrent enfin. « Parce que je voulais que tu aies une enfance, mon fils. C'est tout. Je ne voulais pas que tu vives en regardant par-dessus ton épaule comme ton père l'a fait. » Le directeur échangea un regard inquiet avec le gestionnaire. « Madame Martin, est-ce que cela implique un risque pour vous ?» Elle hocha la tête. « Si la somme est aussi importante que je l'imagine, oui, cela implique un risque. Et je ne veux pas que mon fils la prenne seul. » Léo regarda l'écran de l'ordinateur à moitié chargé. Le chiffre gigantesque n'était pas encore complètement révélé. Il ressemblait à un monstre endormi, sur le point de se réveiller. Il prit une profonde inspiration. « Maman, je dois voir. Papy Jean me l'a laissé. Il me faisait confiance. Je ne peux pas fuir. » Sandrine caressa le visage de son fils avec un mélange de douceur et de crainte. « Je sais, mon fils. Et c'est pour ça que je resterai à tes côtés, maintenant et toujours. » Sur ce, le directeur retourna à son siège. « Pouvons-nous continuer ?» Sandrine serra la main de son fils. « Nous pouvons. » Le gestionnaire s'approcha de l'écran, plaça le curseur sur le dernier bouton. « Léo, quand je cliquerai, le montant total apparaîtra, et à partir de maintenant, plus rien ne sera pareil. Êtes-vous sûr ?» Le garçon prit une profonde inspiration et répondit fermement, « Je le suis. » Le gestionnaire cliqua. L'écran commença à révéler un chiffre absurde, qui grandissait sans fin. Sandrine porta la main à sa bouche, choquée. La porte déjà entr'ouverte s'ouvrit soudainement et un homme grand, à l'air effrayé, entra à bout de souffle en criant « Arrêtez! Ne montrez pas le solde !» Sandrine se tourna lentement et sa voix sortit presque inaudible. « Ce n'est pas possible. » Léo sentit ses jambes lui faire défaut, car l'homme qui se tenait devant eux était celui qu'il croyait mort. La pièce entière tomba dans le silence. Le directeur recula d'un pas sans s'en rendre compte. Le gestionnaire se figea, la main toujours près du clavier. La mère de Léo mit quelques secondes avant de pouvoir respirer à nouveau. L'homme qui se tenait à la porte était pâle, effrayé, la poitrine agitée, comme s'il avait couru pendant longtemps. Sa barbe naissante trahissait des nuits sans sommeil. Ses vêtements simples suggéraient qu'il n'avait pas sa place dans cet endroit climatisé, fait de marbre et de portes automatiques. Pourtant, ses yeux racontaient toute une histoire. « Ne montrez pas le solde, s'il vous plaît », répéta-t-il maintenant d'une voix plus basse, presque comme une supplication désespérée. Léo était paralysé. Son corps ne répondait pas, mais ses yeux reconnurent quelque chose de familier, sans comprendre comment. Sandrine porta la main à sa poitrine, sentant le sol tourner. « Je n'arrive pas à y croire », balbutia-t-elle alors que les larmes recommençaient à couler. L'homme la regarda d'abord, puis regarda Léo, et quand leurs regards se croisèrent, un silence inconfortable remplit la pièce. C'était comme s'ils étaient les seuls là. L'homme fit un pas lent, puis un autre, et s'arrêta à 3 pas du garçon. « Léo ?» demanda-t-il, presque en pleurant. Le garçon déglutit avec difficulté. « Comment connaissez-vous mon nom ?» Sandrine essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Les larmes coulaient de manière incontrôlable sur son visage. L'homme ferma les yeux une seconde, respirant profondément, comme pour réprimer une douleur qu'il portait depuis des années. Quand il les rouvrit, il dit d'une voix entrecoupée, « Parce que je suis ton père. » Léo sentit ses jambes flageoler. La terre semblait s'éloigner de lui. Il chercha quelque chose à quoi s'accrocher, mais ne trouva que sa propre peur. « Mon père ?» demanda-t-il lentement, comme si le mot lui était étranger. L'homme hocha la tête,
des larmes coulant sur ses joues. Je ne t'ai jamais abandonné, mon fils. Jamais. Et je sais que tu as grandi en croyant ça, mais ce n'est pas le cas. Sandrine se couvrit le visage de ses deux mains. Le directeur regarda l'agent de sécurité avec inquiétude. Le gestionnaire ne savait pas s'il devait éteindre l'ordinateur ou appeler quelqu'un. Léo ressentit tout à la fois, colère, soulagement, curiosité, méfiance, un manque, même sans savoir s'il pouvait manquer quelqu'un dont il ne se souvenait pas vraiment. Il prit une profonde inspiration, les yeux pleins de larmes, et dit « Si tu es mon père, alors pourquoi as-tu disparu ?» L'homme baissa la tête comme si cette question lui avait transpercé la poitrine. « Je… » commença-t-il, mais sa voix se brisa. Il respira profondément et essaya de nouveau. « On m'a menacé. Je ne pouvais pas rester. Je ne pouvais pas te mettre en danger. Ton grand-père le savait. C'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait. L'argent n'était pas le prix, c'était la raison du danger. » Sandrine s'essuya les joues et réussit enfin à parler. « Tu aurais dû me faire confiance. Nous aurions dû affronter ça ensemble, dit-elle avec douleur, pas avec haine. » Il se tourna vers elle, le visage abattu. « J'ai essayé de revenir, Sandrine. Pendant des années, j'ai cherché un moyen sûr, mais je ne l'ai jamais trouvé. J'ai seulement su que ton père était mort quand je suis allé le chercher et que j'ai réalisé que le temps était écoulé. » Il regarda de nouveau le garçon. « Je suis venu aujourd'hui parce que j'ai entendu dire que le solde serait montré. Si ce chiffre apparaît, il pourrait y avoir des gens dangereux à la recherche du propriétaire. Je ne peux pas laisser mon fils courir le même risque que moi. » Léo prit une profonde inspiration, retenant ses larmes. « Je voulais juste vérifier mon solde, dit-il à voix basse, presque dans un murmure, mais maintenant, je ne sais plus si je veux le faire. » Le père s'approcha lentement et posa sa main sur l'épaule du garçon. « Léo, le solde pourrait changer ta vie, mais il pourrait aussi tout bouleverser. La seule chose qui compte vraiment maintenant, c'est la vérité. » Le garçon fixa l'écran immobile, la barre de chargement figée sur place, et se sentit seul face à une décision qu'aucun adulte présent n'aurait le courage de prendre. Le directeur s'éclaircit la gorge, essayant d'agir avec professionnalisme. « Monsieur, si vous êtes bien le père de Léo, nous devrons confirmer votre identité. Mais avant cela, je dois savoir si vous souhaitez continuer ou si vous préférez interrompre le processus de consultation du solde. » L'atmosphère devint lourde. Tout le monde attendait la réponse du garçon, y compris son propre père. Alors Léo regarda sa mère et demanda à voix basse, « Maman, qu'est-ce que je fais ?» Sandrine essuya ses larmes, prit une profonde inspiration et répondit d'une voix pleine d'amour, « Mon fils, en ce moment, tu n'as pas à choisir l'argent, mais tu dois choisir qui tu es et qui tu veux être à partir de maintenant. » Le garçon regarda son père, puis l'écran, et enfin la lettre. Il dit, « Avant de décider, je veux tout entendre. Toute la vérité, depuis le début, sans secret. » Le père prit une profonde inspiration, hocha lentement la tête et murmura, « Alors, c'est le moment. » Il approcha une chaise, s'assit en face de son fils et se prépara. Mais avant qu'il ne puisse parler, la porte s'ouvrit de nouveau et une femme au visage sérieux, en tenue formelle et avec une mallette noire à la main, entra. « Je suppose que j'arrive au bon moment, dit-elle. » Tout le monde se tourna immédiatement. La femme entra d'un pas ferme, le regard direct, sans montrer ni peur ni surprise. Elle semblait habituée à gérer des moments difficiles, comme quelqu'un qui apporte des nouvelles qui changent des vies. Elle ferma la porte lentement, comme pour laisser dehors tout ce qui n'appartenait pas à ce moment. « Bonjour, dit-elle calmement. Je m'appelle Valérie Dubois. J'étais l'avocate du grand-père de Léo avant son décès. » La mère leva immédiatement la tête, surprise. Le garçon écouta attentivement. Le père déglutit avec difficulté, visiblement choqué. L'avocate observa l'environnement pendant quelques secondes, évaluant tout, l'écran de l'ordinateur figé pendant le chargement, l'expression nerveuse sur chaque visage et la tension dans l'air, palpable comme un vent froid. « Je suis venu parce que j'ai reçu une notification du système interne de la banque m'informant que vous aviez commencé l'accès au solde, expliqua-t-elle. Cela signifie que les instructions suivantes doivent être lues maintenant, avant la libération finale. » Le gestionnaire leva la main, confus. « Mais maître, nous n'avons pas encore fini de confirmer les données. » Elle fit un bref signe de tête. « Ne vous inquiétez pas. Le testament ne dépend pas de l'approbation de la banque.
Il est déjà officiel. Vous avez seulement besoin d'entendre le reste. Léo la regarda avec curiosité. Le reste? Il y a autre chose? Demanda-t-il. L'avocate ouvrit sa mallette, en sortit une enveloppe épaisse et la posa sur la table. Elle semblait ancienne, mais était très bien conservée. Oui, Léo. Ton grand-père a laissé plus que de l'argent. Il a laissé une explication, et elle ne pouvait être lue que lorsque tu tenterais de consulter ton solde pour la première fois. Le père prit une profonde inspiration, nerveux, comme s'il savait ce qui allait se passer mais espérait se tromper. Maître Dubois, appela-t-il en tremblant légèrement. Êtes-vous sûr que c'est nécessaire maintenant? Elle le regarda fixement. C'était un ordre de votre beau-père, et il ne donnait pas d'ordre sans raison. Léo observait tout, le cœur battant, il ne pouvait pas l'expliquer, mais il sentait que cette femme était la clé de tout ce qui était resté caché pendant des années. Le garçon approcha une chaise, s'assit lentement et dit, « Pourriez-vous le lire, s'il vous plaît? Je veux savoir ce qu'il voulait me dire. » L'avocate hocha la tête et sortit de l'enveloppe une feuille manuscrite, avec une calligraphie ferme, belle et propre, comme si le grand-père avait répété ce qu'il allait dire pendant des jours. Elle prit une profonde inspiration, ouvrit la lettre et commença, « Mon cher petit-fils, si tu écoutes ce message, c'est que tu as grandi et que tu as cherché ton solde. Mais avant le chiffre, tu as besoin de connaître ton histoire. La vérité n'a jamais été cachée pour te blesser, mais pour te sauver. » Léo serra fort le bras de la chaise. La mère porta les doigts à sa bouche. Le père baissa la tête, sur le point de pleurer. L'avocate continua, « Quand ton père a disparu, ce n'est pas parce qu'il a abandonné sa famille. Il était suivi. Il y avait des gens dangereux près de lui, voulant quelque chose qu'il croyait que nous possédions. Le mot de passe d'un argent qui ne leur appartenait pas. Il s'est éloigné pour te protéger. Il t'a sauvé, même s'il était haï pour ça. » La mère commença à pleurer en silence. Ce n'était pas de la tristesse, mais un mélange de soulagement et de culpabilité. Léo regarda son père avec d'autres yeux. L'avocate garda un ton ferme. « Et si le solde est vérifié, cela signifie qu'il y a maintenant assez de sécurité pour que la vérité éclate. Mais que ce soit clair, Léo, l'argent n'est pas le prix. C'est simplement la preuve que personne n'a réussi à détruire ce qui appartenait à notre famille. » L'avocate fit une brève pause et tourna la page. « Maintenant, mon petit-fils, écoute attentivement. Cet argent ne sera remis que si tu choisis la fin. Oui, il y a deux options. Et toi seul décides de ce que sera ta vie à partir de maintenant. » Les yeux de Léo s'écarquillèrent. « Deux options ? » demanda-t-il à voix basse. L'avocate hocha la tête avec une expression sérieuse. « Oui, deux, » répéta-t-elle calmement. « Et il ne s'agit pas de devenir riche ou pauvre. Il s'agit de destin. » Elle posa l'enveloppe sur la table. Les trois la fixèrent, comme si elle était trop dangereuse pour être touchée. Puis elle ajouta, « Votre décision implique bien plus que de l'argent. Et avant de révéler quelles sont les options, je dois dire que le grand-père a laissé un dernier enregistrement stocké dans le système de la banque pour être montré maintenant. » Le gestionnaire déglutit avec difficulté. « Un enregistrement ? » « Oui. Et il ne peut être montré qu'en présence du père, de la mère et de Léo. Exactement comme vous êtes maintenant. » Tout le monde se figea. C'était comme si le grand-père était encore là, contrôlant le destin, même après la mort. L'avocate se tourna alors vers le gestionnaire et dit fermement, « S'il vous plaît, ouvrez le fichier, testament vidéo, étape finale. » L'homme cliqua, les mains tremblantes. L'écran devint noir et une voix profonde, lente et émotive s'éleva. « Si vous écoutez ceci, asseyez-vous. Ce que je vais dire change tout. » L'écran devint complètement noir pendant quelques secondes. Léo serra les mains entre ses jambes comme pour retenir son cœur. La mère baissa la tête, se préparant au pire. Le père prit une profonde inspiration, comme s'il faisait face à un passé qu'il n'avait jamais pu enterrer. Puis, finalement, l'image apparut. Papy Jean, assis dans un simple fauteuil avec des vêtements ordinaires, sans montre chère, sans manoir derrière lui, juste une lumière tamisée éclairant son visage. Il était plus mince que sur les photos, mais avec un regard plein de vérité, le même regard que Léo. Et il commença à parler comme s'il était vivant à cet instant même. « Si vous me voyez,
c'est que mon petit-fils a l'âge de comprendre la vérité, et que mon fils n'a plus besoin de fuir. Le père ferma les yeux et déglutit avec difficulté. La voix continua, sans colère, sans cri, mais avec un poids impossible à ignorer. Je n'ai jamais voulu que quiconque ici soit esclave de l'argent. Il peut acheter beaucoup de choses, mais il en détruit encore plus lorsqu'il tombe entre de mauvaises mains. Et vous l'avez vu. Mon fils, je suis désolé de ne pas t'avoir vu grandir. J'ai prié pour que tu sois protégé, mais jamais pour que tu sois comme nous. Tu es différent. Tu es la bonne partie de cette famille, et c'est pourquoi toi seul peux choisir. La mère pleurait en silence. Le père tremblait, le visage rouge, retenant ses larmes avec une fierté blessée. Alors le grand-père leva quelque chose dans sa main, une petite carte avec un code au dos. Cette carte ouvre le coffre final. À l'intérieur se trouve une enveloppe contenant votre décision. Mais d'abord, j'ai besoin que vous écoutiez attentivement ce que vous choisirez. Il leva un doigt comme un professeur donnant une leçon. Première option, vous pouvez recevoir la totalité du montant. Vous serez millionnaire en étant encore un enfant, mais vous n'aurez plus jamais une vie normale. Beaucoup de gens essaieront de s'approcher de vous, de profiter de vous tromper. Vous gagnerez de l'argent et perdrez peut-être la paix. Deuxième option, l'argent sera investi en secret. Vous ne pourrez y accéder qu'à 21 ans, mais avec protection, supervision, orientation et maturité, pour ne pas devenir une proie facile. Tout est légal et sûr. Léo était paralysé. Le grand-père prit une autre profonde inspiration. Troisième option, vous pouvez refuser l'argent. Cela vous libérerait de tout ce qui accompagne cet héritage. Cela vous libérerait des erreurs de notre famille et des regards qui surveillent toujours ce qui ne leur appartient pas. Les yeux de l'enfant s'écarquillèrent. Trois options, aucune facile. Alors le grand-père se tourna sur le côté, respira profondément et ajouta, « Mais avant de choisir, vous devez écouter celui qui n'a jamais eu de voix. Ton père. » La mère se couvrit la bouche de la main. Le père baissa la tête, vaincu. C'était le père, Stéphane, assis dans une voiture, parlant rapidement, encore plus mince, les yeux fatigués, regardant autour de lui avec crainte. « Mon fils, si jamais tu vois ça, sache que je ne t'ai jamais abandonné. J'ai disparu parce qu'ils ont essayé de m'utiliser pour voler l'argent de ton grand-père. J'ai disparu pour te sauver. Ce qu'ils m'ont dit ce jour-là, c'est que soit je disparaissais, soit ils te détruiraient. J'ai choisi de disparaître parce que je t'aime plus que ma propre vie. » Sa voix se brisa à la fin. Cette fois, la mère sanglota vraiment. L'enfant commença à pleurer, seul, en silence, essayant en vain de retenir ses larmes. Le père termina, « Si un jour tu me pardonnes, j'aurai déjà gagné plus que n'importe quelle fortune. » L'écran devint noir. La pièce resta silencieuse. Personne ne respirait. Alors le gestionnaire demanda à voix basse, presque en chuchotant, « Léo, voulez-vous continuer ?» L'enfant essuya ses larmes du revers de la main. Il semblait petit sur la chaise, mais à l'intérieur, il était gigantesque. « Je veux, » répondit-il fermement. L'avocate hocha simplement la tête, les yeux pleins de larmes. « Alors, le moment est venu de choisir, » dit-elle. « Et toi seul peux parler maintenant. » Léo posa les mains sur la table, prit une profonde inspiration et ferma les yeux. La pièce semblait plus petite qu'avant. L'air était lourd. Chaque seconde semblait durer une année entière. Léo garda les yeux fermés pendant quelques secondes, respirant profondément, comme s'il parlait à quelqu'un à l'intérieur de lui. Il n'était pas un adulte, il n'avait pas de diplôme universitaire, il n'était pas un homme d'affaires, ni un conseiller, mais il avait quelque chose que beaucoup d'adultes avaient déjà perdu, la pureté de la conscience. Quand il ouvrit les yeux, il ne tremblait plus. Il était décidé. L'avocate, le gestionnaire, le père et la mère attendirent comme s'ils étaient devant un juge suprême. « Puis-je parler ?» demanda poliment le garçon. Le gestionnaire hocha la tête. « Bien sûr. La décision vous appartient. » Léo regarda d'abord son père. Il ne le regarda pas avec colère ni reproche. Il semblait essayer de comprendre ce qu'il ne connaissait pas encore. « Quand je suis arrivé ici, je pensais que je voulais de l'argent, » dit-il, « parce que tout le monde en parle, parce qu'il semble que seuls ceux qui ont de l'argent sont importants. » La mère pleurait en silence.
Le père le regarda comme s'il n'avait jamais vraiment vu son propre fils clairement auparavant. Mais maintenant, je comprends que l'argent ne fait pas qui vous êtes. Il montre seulement qui vous êtes déjà. Et je grandis encore. Je ne sais même pas encore qui je vais être. Il se tourna vers l'avocate, puis vers le gestionnaire. Si j'avais cet argent maintenant, les gens essaieraient de m'acheter. Ils me suivraient, me traiteraient différemment. Je deviendrais une cible, pas une personne. Il prit une profonde inspiration avec le calme d'un homme adulte. Alors je ne veux pas être riche maintenant. Je veux d'abord être un enfant. Un silence beau et sincère. Le gestionnaire se pencha en avant. Alors, quelle est votre décision? Les yeux de Léo brillèrent, mais sans hésitation. Je choisis la deuxième option. Investi, caché, protégé. Je ne m'en occuperai que lorsque j'aurai la maturité d'un adulte. L'avocate ajusta ses lunettes, visiblement émue. C'est une décision extrêmement sage, Léo. Mais le garçon continua, regardant les adultes comme s'ils donnaient des conseils au monde. Je ne veux pas grandir vite. Je ne veux pas être célèbre. Je ne veux entretenir personne. Je veux étudier, avoir des amis normaux, jouer, me tromper, apprendre, sans que les gens essaient d'acheter mon sourire. La mère se mit à pleurer plus fort, mais c'était maintenant un cri de soulagement. Puis vint le rebondissement inattendu. Mais, dit Léo en levant l'index, il y a une demande. Tout le monde le regarda fixement. Je veux qu'une partie de l'argent soit utilisée maintenant. Mais pas pour moi. Le gestionnaire ouvrit grand les yeux, confus. Pour qui, Léo? Et il répondit avec la simplicité d'un enfant et la sagesse de quelqu'un qui a vécu 1000 ans, pour aider d'autres enfants qui n'ont jamais eu de chance. Ceux qui vont se coucher le ventre vide. Ceux dont l'école n'est pas bonne. Ceux à qui personne ne demande comment ils vont. Ceux qui pensent qu'ils sont nés pour perdre. La mère porta la main à sa bouche. Le père ferma les yeux, se sentant anéanti à l'intérieur. L'avocate porta la main à sa poitrine. Le gestionnaire dut prendre une profonde inspiration. Léo, un garçon de 10 ans, ajouta, « Je veux qu'une partie de cet argent se transforme en opportunité pour ceux qui sont nés invisibles. Parce que personne ne mérite d'être seul au début de la vie. Personne ne prit de photos, personne n'applaudit, personne n'enregistra de vidéos, mais ce moment resta gravé dans les mémoires comme l'un des plus beaux jours que cette banque ait jamais connus. » L'avocate demanda d'une voix tremblante, « Et quel pourcentage aimeriez-vous donner ?» Il sourit avec une simplicité authentique. Assez pour changer beaucoup d'histoires, mais pas assez pour mettre fin à la mienne. Et tout le monde comprit. Pour un génie précoce, cela aurait été brillant. Pour un entrepreneur, c'est stratégique. Pour un adulte blessé, impossible. Mais pour un enfant à l'âme pure, c'était simple. Le gestionnaire ferma son ordinateur portable, s'essuya discrètement le coin de l'œil et dit, « À partir d'aujourd'hui, Léo, en plus d'être un héritier, vous devenez un fondateur. » Les yeux de Léo s'écarquillèrent. Fondateur de quoi? Le gestionnaire répondit avec un léger sourire, de la Fondation Martin. Les enfants qui méritent un lendemain. La mère serra son fils dans ses bras, pour la première fois sans avoir peur de le blesser. Le père s'approcha lentement, comme quelqu'un qui revient d'un exil émotionnel, s'agenouilla devant son fils et dit, la voix brisée par la vérité, « Mon fils, jamais de ma vie je n'ai été aussi fier de quelqu'un. » Léo ne se laissa pas séduire par l'argent. Il serra son père dans ses bras, et cela valait plus que n'importe quel coffre-fort. La banque redevint silencieuse quand ils partirent. Elle ne ressemblait plus au même endroit où, quelques minutes plus tôt, régnait la tension, la peur et l'attente d'un scandale. Maintenant, la seule chose perceptible était le respect. Pas pour l'argent, mais pour le bien de l'enfant. Léo descendit lentement les escaliers, main dans la main avec sa mère. Le père le suivait de près, comme pour s'assurer que rien de mal n'arriverait plus jamais à son fils, ni dans cet endroit, ni dans sa propre maison. Dehors, la nuit était fraîche et le vent soufflait doucement, comme si le monde chassait le vieil air pour faire place à un nouveau chapitre. « Tu veux aller manger des crêpes et des croissants ?» demanda la mère. Léo réfléchit quelques secondes. Avant, il aurait demandé ça, ou une pizza, un milkshake, une glace, tout ce qu'un enfant demanderait avec son cœur. Mais maintenant, sans pouvoir l'expliquer, quelque chose en lui était différent. « Peut-être plus tard, répondit-il.
Je veux d'abord rentrer à la maison. Les parents échangèrent un regard. Ils ne l'avaient jamais entendu parler ainsi. Sans anxiété, sans hâte, juste avec paix. Ils sont montés dans leur Renault 4. La ville semblait différente, bien que ce fût la même ville. Lorsque la voiture s'arrêta devant la porte de leur maison de campagne, le père coupa le moteur et se tourna vers son fils. « Mon fils, je dois te demander pardon. » Léo le regarda calmement. « Pardon ? Pourquoi ?» L'homme mit quelques secondes à trouver le courage, et quand il le trouva, ce ne fut pas parfait, mais vrai, je voulais que tu sois ce que je rêvais, et j'ai oublié de te demander ce que tu voulais être. La mère prit une profonde inspiration, retenant ses émotions. Léo secoua la tête avec une maturité qui démentait ses 10 ans. « Tout va bien, papa. Maintenant, nous pouvons commencer de la bonne manière. » Ils entrèrent dans la maison. Léo était fatigué, mais ce n'était pas une fatigue physique. C'était le poids d'avoir exposé son âme au monde pour la première fois. Il entra dans sa chambre, ferma la porte et s'assit sur le lit. Il prit la boîte de son grand-père, qui était ouverte depuis le début de tout. À l'intérieur, en plus des documents bancaires, il y avait une vieille photo du grand-père avec un enfant inconnu à ses côtés, probablement son père quand il était petit. Du fond de la boîte tomba une enveloppe plus petite. Léo la rattrapa. C'était une lettre de son grand-père. Destinataire, pour Léo. À lire seulement quand tu comprendras la valeur de tout. Le garçon sentit tout son corps frissonner. C'était comme si la lettre savait exactement quel jour on était. Il l'ouvrit avec précaution. L'écriture était ferme, comme écrite avec l'âme, et disait « Mon petit Léo, si tu lis ceci, c'est que tu comprends que la vie est plus que des possessions. Ne laisse pas l'argent définir qui tu es. Utilise-le seulement quand tu sauras comment économiser ce que personne ne peut t'acheter, le caractère, le courage et la compassion. » Léo ferma les yeux quelques secondes. Le papier continuait, et quand le monde semblera lourd, souviens-toi, un cœur qui aide vaut plus qu'une main qui prend. Les mots semblaient prendre vie, comme si son grand-père était assis là, juste à côté de lui. Finalement, il y avait une phrase écrite avec plus d'emphase, « La richesse n'est qu'un outil. Le vrai millionnaire est celui qui sait pour qui il vit. » Le garçon sourit lentement, pas un sourire extérieur, mais intérieur. Il se leva du lit, ouvrit le tiroir de son bureau et rangea la lettre comme s'il stockait l'avenir dans un coffre-fort. Puis il prit une feuille de papier vierge, s'assit et commença à écrire « Projet 1. Ma première mission, trouver des enfants près de ma ville qui ont besoin d'une aide réelle et immédiate. » Il écrivit ensuite « Et je regarderai chacun d'eux dans les yeux. » Léo ne voulait pas être riche. Il voulait être utile. Dans le salon, le père et la mère parlaient à voix basse pour la première fois, sans se disputer, sans se quereller, sans se battre pour savoir qui avait raison. Ils parlaient de l'avenir, pas de honte ou de peur. Quand Léo sortit de la chambre, son père sursauta presque de surprise. « Tout va bien, mon fils ?» Léo sourit. « Oui. J'ai juste besoin de 3 choses, papa. » « Lesquelles ? » ? Un cahier, un crayon et quelqu'un qui croit en moi. Le père déglutit avec difficulté. « Tu as déjà tout ça. Et en plus, tu as une famille. » Léo s'approcha, posa le cahier sur la table et dit « Je veux commencer quelque chose de grand, mais d'abord quelque chose de petit. Je veux aider un enfant avant de pouvoir aider le monde entier. Peux-tu m'aider à trouver le premier ?» Le père prit une profonde inspiration et répondit, retenant ses larmes, « Je t'aiderai à les trouver tous. » Et ce fut le moment où le père comprit enfin. Il n'avait pas perdu son fils. Il venait de le gagner. Le lendemain matin, la maison avait un air différent. Pas de cris, pas de courses, pas l'atmosphère pesante du passé. C'était la première fois que le père frappait à la porte de la chambre et n'entrait pas simplement en parlant, mais entrait en demandant « Je peux ?» Léo sourit légèrement. « Oui, papa. » L'homme entra lentement, portant un sac avec quelque chose à l'intérieur. « Je t'ai apporté quelque chose. Je pense que le moment est venu. » C'était un sac à dos neuf, simple et noir, sans marque chère, mais avec une signification. « C'est pour quand tu iras aider quelqu'un, » dit le père. « Toute mission a besoin d'un sac à dos. » Léo le mit sur son dos et laissa échapper un petit rire. « Maintenant, j'ai l'air d'un vrai super-héros. » Le père répondit, « Tu n'as pas l'air.
tu le hais. La mère apparut peu après avec la table du petit déjeuner dressée. Quelque chose qui n'était pas arrivé depuis des années. Pain grillé, fruits, chocolat chaud et une note au centre, la plus grande richesse qui existe est ce que nous faisons avec ce que nous ressentons. Léo lut, respira et parla. Après le café, je veux sortir chercher quelqu'un qui a besoin d'aide. Les parents furent d'accord. Mais avant de partir, Léo alla dans le couloir où il y avait une photo de son grand-père avec un grand sourire. Le sourire de quelqu'un qui avait compris la vie. Il posa la main sur le cadre et dit à voix basse, « Merci, Papy Jean. Je t'honorerai. » Quand ils sortirent dans la rue, le monde semblait plus grand, plus vivant, plus plein de possibilités. En marchant, le père demanda, « Comment allons-nous trouver ce premier enfant ?» Léo répondit sans réfléchir, « La vie te le montre quand tu regardes au bon endroit. » Et elle le montra. Sur la place du village, il y avait une petite fille assise sur un banc avec son uniforme scolaire déchiré et son vieux cahier sur les genoux. Elle tournait les pages lentement, comme si elle essayait de comprendre un exercice, mais elle n'avait pas de crayon. Léo s'approcha. « Bonjour, comment vas-tu » dit-il en souriant. La petite fille leva lentement les yeux, peu habituée à recevoir de l'attention. « Bonjour. J'essaie de faire mes devoirs, mais je n'ai pas de crayon et je ne peux pas rentrer chez moi aujourd'hui, j'hésite, il n'y a personne en ce moment. » Léo regarda ses parents. Il ne demanda rien de sensationnel. Il ne fit pas de drame de la situation. Il n'eut pitié de personne. Il montra de l'empathie. Il sortit de son sac à dos le premier objet qu'il y avait mis ce matin-là, une trousse neuve avec des crayons, une gomme et un taille-crayon. « Tiens. Maintenant, tu peux finir, dit-il. La petite fille la tint à deux mains, incrédule. « C'est vrai ? Bien sûr. Mais il y a une condition, dit Léo d'une voix ferme et mature. Elle déglutit avec difficulté. Laquelle ? Léo sourit légèrement. Quand tu seras grande, aide aussi quelqu'un. La petite fille hocha la tête, les yeux pleins de larmes. Le père et la mère observaient tout de loin, retenant leurs larmes, non à cause de l'argent, mais à cause de l'homme que leur fils devenait. Alors qu'il rentrait, la nuit tombant presque, le père posa sa main sur l'épaule de son fils et dit, « Maintenant, je comprends, Léo. Tu n'es pas né pour être simplement millionnaire. Tu es né pour être quelqu'un que le monde n'oubliera jamais. » Léo prit une profonde inspiration, sentant le vent sur son visage. Papy Jean disait toujours que l'argent ne vaut la peine que s'il aide quelqu'un à mieux dormir à la fin de la journée. Ce soir, quelqu'un dormira mieux. Et c'est à ce moment que le père réalisa. L'argent n'avait pas changé le garçon. Le garçon avait changé le sens de l'argent. Quand il rentra à la maison, Léo retourna à son cahier et écrivit sur la couverture, « Projet patrimoine qui devient histoire ». Et sur la première ligne, les riches ne sont pas ceux qui ont beaucoup. Les riches sont ceux qui multiplient le bien. Il ferma le livre, posa le stylo et dit à voix basse, ce n'était que le début.